Dr Emmanuel Snadel-Fassi, qui est à terre à Aix-Marseille Université et qui a fait sa thèse dans l'équipe de gliome à l'Institut de neurophysiopathologie, donc il travaillait sur le glioblastome en particulier. Et je pense que vous avez pu voir dans les 2 sessions précédentes, on peut très bien imager les cellules en beaucoup de détails et les modéliser dans une boîte de pétri, mais c'est toujours compliqué de recréer ce qui se passe dans le vrai cerveau parce qu'il y a cette morphologie différente, l'architecture différente, l'organisation différente qui est un peu complexe. Et donc, pendant sa thèse dans l'équipe Guillaume, Emmanuel a essayé de voir s'il n'y avait pas une autre approche qu'on pouvait développer, notamment à la place de remettre ces cellules en culture, si on ne pouvait pas plutôt rendre le cerveau entier accessible et le mieux l'imager. Donc, si on pouvait, notamment avec de la microscopie à feuille de lumière, voir ce cerveau en 3D sans le sortir de son environnement. Voilà. Voilà. Donc, merci beaucoup pour cette belle introduction. Donc, je suis très heureux de vous parler de la microscopie à feuille de lumière qui nous a servi à illuminer le côté obscur du cerveau. Mais avant de parler de cette très belle technique, je vais d'abord un tout petit peu vous parler de la microscopie et du cerveau, les problématiques qui peuvent être rencontrées dans la microscopie dite classique et pourquoi nous avons eu besoin de développer une technique complémentaire pour pouvoir mieux étudier l'organe et le développement, dans le cas de mon travail, du développement tumoral en 3 dimensions. Donc, quand on parle d'imagerie cérébrale, on parle classiquement, on pense classiquement à l'IRM, qui est essentiel en cas clinique, mais pour le diagnostic de certaines maladies, la recherche fondamentale ou translationnelle, il y a un fort besoin d'étudier le cerveau au niveau de la cellule. Donc, pour ce faire, nous avons besoin d'aller au niveau de la microscopie, au niveau microscopique pour voir la cellule dans son entièreté. Donc, classiquement, comment on le faisait depuis des siècles et comment on continue à le faire? Eh bien, on réalise des tranches de nos organes d'intérêt extra fines. On s'assoit autour d'un microscope et on regarde ce qu'il y a sous le microscope. Et parmi les gens qui regardaient ces tranches, ces échantillons, on en a déjà entendu parler, mais il y en a un, Santiago Ramón y Cajal, qui, équipé d'un microscope et d'un crayon, a réussi à nous donner les représentations et les dessins de structures cérébrales peut-être les plus belles encore de nos jours, où on a vraiment pu commencer à percevoir le détail de chaque structure et de chaque neurone. Donc, de nos jours, on dessine beaucoup moins bien, mais nous sommes équipés et nous avons développé de très beaux microscopes avec une très grande résolution et également de très belles caméras qui nous ont permis d'obtenir de nombreuses acquisitions qui nous ont donné énormément de nouvelles informations, mais qui ont également pu nous donner beaucoup d'étoiles dans les yeux. Donc, comme vous pouvez voir, c'est assez impressionnant. Donc, toujours les structures cérébrales. Et comme vous avez pu le voir dans les autres présentations, la microscopie a quand même un très, très grand potentiel et est vraiment essentiel dans notre recherche. Mais il y a quelques problématiques, c'est que quand on réalise des tranches, eh bien, on a une perte de la structure. On va potentiellement passer à côté de certaines informations, plus qu'une tranche mesure quelques dizaines de micromètres. Donc, pour un peu se le représenter, c'est à peu près l'épaisseur d'un cheveu. Et pour un peu mieux discuter de cette problématique, je vais utiliser cet avocat, oui, que je vais trancher à différents endroits. Donc, vous pouvez voir à cet endroit, si j'utilise ces différentes tranches, potentiellement, en regardant seulement ici, je pourrais me dire sur les 2 premières, bien que cet avocat n'a pas de noyau, ce qui est assez à peu probable. Mais en regardant ailleurs, je vais pouvoir le trouver. Donc, tout ça, c'est juste une sélection de tranches où on pourrait passer à côté de certaines informations. Dans ce cas-là, nous n'allons jamais passer à côté du noyau. Mais quand on parle, comme vous avez pu le voir sur les 2 dernières présentations, quand on parle du réseau neuronal qui est beaucoup plus long, beaucoup plus complexe, nous passons très, très facilement à côté de connexions, de ramifications et autres modifications qui peuvent avoir lieu dans les cas de certaines pathologies. Donc, la manière optimale, ce serait d'utiliser un microscope sur un organe entier, dans le cas là, sur un cerveau entier. Mais à la différence de certains animaux abyssaux ou de l'arbre de certains poissons, nous ne laissons pas passer la lumière, nous ne sommes pas transparents. Mais heureusement, des biochimistes ont eu la bonne idée de réfléchir énormément et de trouver la solution, pardon, qui est la transparisation.
Donc, il y a la première étape avant d'utiliser la microscopie à feuille de lumière. Donc, la transparisation, c'est un procédé biochimique qui est, somme toute, assez simple et qui est même assez vieille, puisqu'elle existe depuis les années 50, mais elle a connu une énorme évolution, une énorme vitesse ces 10 dernières années. Donc là, ce que vous pouvez voir à chaque fois, un carré, c'est un type de microscopie de transparisation différente. Il en existe autant que vous voulez. Et cette technique de biochimie a l'avantage de pouvoir transpariser les organes sur des petits modèles in vitro ou in vivo, comme par exemple, comme vous avez pu le voir pu déjà entendre, par exemple sur les organoïdes, pour ce petit modèle. Mais là, ce que je vais vous présenter comme exemple, ce sont avec des cerveaux de souris sur lesquels nous étudions dans notre laboratoire le développement d'une pathologie tumorale, donc le développement du glioblastome. Et donc là, je vous présente un cerveau avant transparisation et voilà un cerveau après transparisation. On voit vraiment bien à travers, à noter que depuis ces dernières années, cette transparisation est encore plus améliorée, où vraiment l'organe devient limite invisible. Et pour la petite note, la technique de prédilection, celle que j'ai énormément utilisée, la seule que j'ai utilisée pendant ma thèse, est pleine de strass et de paillettes, puisqu'elle a le doux nom de iDisco, et qui a maintenant plus de 8 ans, et qui a tout de même été largement améliorée. Donc, une fois que nous avons notre organe transparisé, nous pouvons enfin passer à la microscopie à feuille de lumière. Mais qu'est-ce que j'entends par feuille de lumière? Eh bien, pour mieux présenter ce concept, je vais utiliser cette petite vidéo. Vous voyez cet organe qui est mis donc dans un microscope à feuille de lumière. Donc là, vous voyez les objectifs. Et là, vous voyez, ça va repasser. Nous avons des lasers qui vont permettre, donc là, c'est ce que vous voyez à gauche, nous avons 3 lasers qui vont permettre de former une feuille, qui va permettre de scanner en temps réel et de visualiser ce que nous voyons à droite. Donc là, ce que vous voyez apparaître en rouge, c'est une tumeur, c'est l'un des modèles que nous étudions, pour vraiment voir en temps réel ce que nous voyons dans le cerveau dans son entièreté. Donc cette imagerie nous permet d'obtenir des images 3D que nous pouvons manipuler. Donc là, ce que vous voyez, c'est toute la vascularisation au niveau d'un cerveau murat, toujours. Mais la seule chose que nous pouvons faire, ce n'est pas seulement faire tourner un cerveau, mais c'est également de pouvoir l'explorer. Donc là, ce que vous voyez en rose, c'est la vascularisation. Ce que vous allez avoir apparaître en jaune, ce sont des cellules unitaires, et en rouge, la tumeur. Et là, en fait, la puissance de cette technique, c'est vraiment de pouvoir, et littéralement, rentrer dans le cerveau pour observer toutes les caractéristiques, toutes les cellules. Donc là, ce que vous voyez, chaque petit point jaune est une cellule immunitaire que vous voyez donc là dans le parenchyme collé au vaisseau. Et ce qui est très bien, et ce qui est très fort au niveau de notre recherche, c'est de vraiment observer le moindre modification, dans ce cas-là, par exemple, de la tumeur. Mais bon, cette vidéo commence à être un peu vieille, parce que ça fait 4 ans que je la présente, c'était ce que j'avais au début de ma thèse. Donc heureusement, on l'a un peu amélioré tout de même, et on a un peu amélioré la technique, on a augmenté la résolution. Donc là, ce que vous voyez, ben, maintenant, les vaisseaux sont en rouge, et vous allez voir apparaître en vert une tumeur. Et la différence, c'est que là, nous avons vraiment augmenté la résolution pour obtenir vraiment le maximum de détails possible, pour ne pas passer à côté, par exemple, de modifications des plus petits capillaires, des plus petits vaisseaux sanguins, et vraiment pour avoir la meilleure résolution. Donc, et également de voir la réorganisation, dans ce cas-là vasculaire, autour de la tumeur et de voir, par exemple, les modifications qui peuvent avoir lieu en cas de traitement. Donc, on peut également rajouter encore quelques paillettes en regardant certaines populations immunitaires. Donc là, ce sont des populations immunitaires qui sont ce qu'on appelle les border associated macrophages. Sans rentrer dans les détails, en général, ils sont collés au vaisseau et sont assez peu représentés dans la tumeur, mais ont joué un rôle majeur dans son développement. Et là, ce que vous pouvez voir, parce qu'en fait, on arrive très bien à voir les cellules qui sont collées au vaisseau. Et la puissance, c'est vraiment d'observer ce qui se passe dans le cerveau, dans son entièreté, dans la périphérie du cerveau, mais également dans la tumeur, et vraiment observer les modifications qui peuvent se passer au cours du développement. Et si on augmente encore un tout petit peu cette résolution, pour vraiment arriver au niveau de la unicellulaire, pour vraiment observer chaque petit détail des cellules qui nous intéressent. Donc là, vous pouvez voir ces petites cellules jeunes, vraiment leur morphologie précise, la manière dont elles collent les vaisseaux, et ensuite, dans les analyses, le principe est de pouvoir reconstituer en 3D ce que nous observons. Donc là, par exemple, vous voyez en blanc les vaisseaux. Et là, ce que vous avez en boule, les petites sphères sont les cellules unitaires qui nous permettent d'analyser de manière très précise, de mieux les quantifier, de mieux comprendre où elles sont, si elles arrivent à pénétrer la tumeur, si par exemple elles continuent à coller les vaisseaux, et d'avoir un grand nombre d'informations. Donc de manière un peu plus concrète,
Je, je vais vous présenter quelques exemples de pourquoi cet outil a été décisif dans notre recherche, puisque sans rentrer dans les détails, elle nous a permis, par exemple, dans ce que vous voyez à gauche, de mieux comprendre ben, l'effet, l'impact d'une molécule dans le modèle pour voir l'impact d'un traitement sur les cellules immunitaires, mais également de comprendre comment leur infiltration était influencée par notre traitement. Donc, également, nous a permis également de comprendre les interactions avec la vascularisation qui, dans le cas des tumeurs, peut participer à une voie d'entrée et est un point critique dans l'étude du développement tumoral, mais également de mieux comprendre la morphologie de certaines cellules immunitaires cérébrales qui ont été complètement modifiées avec un traitement. Donc ça, nous serions plus facilement passé en microscopie classique, mais également le contact entre différentes cellules qui peut avoir un rôle très important dans la réponse antitumorale. Et en vue de nouvelles applications thérapeutiques, pardon, nous l'avons également adapté sur des modèles in vitro, donc avec des prélèvements de tumeurs de patients, donc après la résection, pour réaliser ce qu'on appelle des tumoroïdes que nous avons transparisés là en 3D. Et cette microscopie a pu être adoptée dans une routine pour étudier les différents effets de thérapie, donc dans nos tests thérapeutiques, dans le but de les améliorer pour avoir le maximum d'informations avec le moins d'échantillons possible dans un temps encore plus court. Et j'aimerais finir juste en vous rappelant que cette technique d'imagerie, bien sûr, autant belle qu'elle peut être, j'espère que je vous en ai convaincu, reste avant tout complémentaire avec les autres techniques d'imagerie, puisque elle ne peut pas être seulement utilisée en telle qu'elle. Elle va avoir une information sur l'organe en entier, mais il est essentiel de les combiner avec tout ce que vous avez déjà vu jusque-là pour avoir le maximum d'informations et comprendre vraiment chaque modèle, chaque mécanique, chaque pathologie dans son ensemble. Et c'est sur ça que je vous remercie pour votre attention. Je serais très heureux de répondre à vos questions et avant de laisser la parole, j'aimerais vous présenter donc une partie de mon équipe enfin de notre équipe, pardon, dans laquelle j'ai eu la chance, la joie et l'honneur de pouvoir développer cette technique et l'utiliser. Et j'espère vous avoir mis quelques étoiles dans les yeux. Voilà, merci.